Lors des derniers Grands Prix, la Red Bull RB21 a fait un énorme pas en avant, après une période de haut et de bas. La monoplace de Milton Keynes est revenue devant pour se battre pour la victoire. Et elle l'a fait avec Max à Monza et avec Max et aussi Tsunoda, qui ont également été très rapides à Bakou. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir le secret de cette Red Bull retrouvée. Faisons une analyse du fond. Nous devons aussi parler de Verstappen qui a gagné au Nürburgring. Et c'est étrange à dire, mais il a gagné avec une Ferrari avant que Lewis Hamilton ne le fasse. Allons voir le résultat des tests Pirelli de Ferrari. Et enfin parlons de James Vowles qui veut abolir le vendredi et de la session de McLaren. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien. Et maintenant voyons tout en détail. Après Monza et Bakou, la RB21 est apparue plus stable et rapide. Certes, les tracés de ces pistes ont aidé les caractéristiques naturelles de la voiture, mais il ne suffit pas de dire que Red Bull a exploité les circuits favorables. Il y a eu une véritable avancée technique, et les résultats de Verstappen, ainsi que la progression de Tsunoda, qui jusqu'à présent avait plus de mal à pousser la voiture à la limite, le confirment. À Monza, Red Bull a travaillé dans la zone devant les roues arrière, modifiant la gestion de ce qu'on appelle le tear skir, c'est-à-dire l'air sale généré par les pneus arrière qui peut perturber le diffuseur. Le canal de fond a été redessiné, et une des appendices d'entrée a disparu. L'objectif était de stabiliser la charge lorsque la voiture subit roulis, tangage et lacets. Résultat, un arrière-train plus prévisible, surtout dans les changements de direction et en sortie de virage. Mais à lui seul, cette mise à jour n'explique pas le saut de performance. Le véritable pas en avant de Red Bull s'est fait à l'avant, pendant des mois. Verstappen s'est plaint de sous-virage, c'est-à-dire de la tendance de la voiture à ne pas tourner suffisamment en entrée de virage. Jusqu'à présent, l'équipe ne pouvait résoudre le problème qu'en augmentant l'incidence de l'aileron avant, un compromis peu efficace. Le tournant est arrivé lorsque les techniciens ont augmenté la corde des volets. En pratique, ils ont élargi les profils de l'aileron, générant plus de charge et élargissant la fenêtre de réglage. Ainsi, Verstappen peut trouver un équilibre plus précis virage après virage. Mais ce n'est pas tout. La charge n'est plus distribuée de manière uniforme. Le pic de force d'appui a été déplacé vers l'extérieur, générant un flux avec plus de composantes transversales, le fameux outwash, qui aide la voiture à être plus stable lorsqu'elle change d'angle de braquage. Et avec cette modification, l'avant est devenu plus réactif et prévisible, ce qui signifie moins de sous-virage et plus de confiance pour le pilote. Et c'est précisément cela qui a permis à Verstappen de pousser plus fort et à Tsunoda de se rapprocher des performances de son coéquipier. Maintenant, la grande question est de savoir si cet avantage se confirmera également sur les circuits urbains, des circuits lents comme Singapour, où l'efficacité de l'outwash et la gestion de la charge changent beaucoup. Et en parlant de Verstappen, il a triomphé aux 4 heures du Nürburgring à bord d'une Ferrari 296 GT3 et a remporté une victoire dominante dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Il a ému tout le monde. Et cela nous montre à quel point Max est un quadruple champion du monde. Mais faisons un récapitulatif du week-end qu'a affronté Verstappen. Il suffit d'une Ferrari 296 GT3 et d'un Max Verstappen au volant pour rappeler à tous que la passion pour le sport automobile est bien plus forte que n'importe quelle stratégie sophistiquée conçue par Liberty Media. La victoire du Néerlandais aux 4 heures du Nürburgring va bien au-delà du simple trophée. Cela démontre que lorsqu'il y a une vraie compétition, le public s'enflamme sans besoin de spectacle artificiel. Max, après avoir réalisé le 3e temps en qualification le matin, a pris la tête dès le premier virage, et après 2 heures, il avait plus d'1 minute d'avance sur le reste du groupe. Un exploit jamais banal, même pour celui qui est considéré comme le plus fort en Formule 1. Le travail a ensuite été complété par Chris Loulam, le jeune talent issu de la simulation de course, qui a épaulé Verstappen jusqu'au drapeau à damier. Ce n'était pas un simple défilé. Max a couru avec la faim et la détermination que nous connaissons bien en Formule 1. Peu importe qu'il s'agisse d'une course de GT, lorsqu'il entre en piste, il veut gagner. Ces dernières années, nous avons vu des pilotes s'essayer à d'autres catégories, pensons à Fernando Alonso avec l'Endurance et Indianapolis, mais souvent, c'était des échappatoires pour des raisons de motivation. Max, en revanche, est au sommet de sa carrière et montre un talent qui dépasse la Formule 1. Paradoxalement, c'est justement cette année où le titre mondial est plus éloigné que Verstappen construit son image de champion total, capable de gagner partout. Ce succès envoie également un message clair. Verstappen ne s'intéresse pas au spectacle préfabriqué. Le Néerlandais court parce qu'il aime ça. Pas parce qu'il doit devenir l'affiche parfaite que Liberty Media voudrait accrocher partout. Il ne se laisse pas intimider par les institutions et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il ne construit pas son image sur des interviews préfabriquées ou des formats étudiés pour plaire aux masses. Il est franc, parfois inconfortable, mais authentique. Et c'est justement cette authenticité que les gens perçoivent. Le fait que Max ait gagné avec une Ferrari a inévitablement éveillé l'imagination des fans. Qui sait comment ce serait de le voir en rouge en Formule 1? La voiture était une Ferrari 296 GT3 aux couleurs Red Bull. Mais il en faut peu pour alimenter les spéculations. Mais lui-même a déjà expliqué qu'un éventuel transfert chez Ferrari ne serait pas une opération de façade. Cela signifierait assumer la responsabilité de ramener la Scuderia rouge à la victoire. Car porter cette combinaison ne peut pas être seulement un trophée sur un CV. Pour l'instant, cela reste de la science-fiction.
Mais à Maranello, quelqu'un a certainement suivi cette victoire de près. Et écoutons ensemble aussi les déclarations de Max Verstappen, car elles ont été très intéressantes. Le Néerlandais, quadruple champion du monde de Formule 1, a dominé la course NLS lors de son tout premier début sur le légendaire Nordschleife. C'était fantastique, raconte Max. Pendant mes 2 premiers relais, la voiture a été incroyable. Dès après les qualifications, je savais que sur le sec, ça irait bien. Tout s'est déroulé sans accroc, même avec le trafic. Et nous n'avons pas commis d'erreur importante. Gagner ma première course, ici, est quelque chose de spécial. Le triomphe a immédiatement suscité la curiosité d'un futur retour, peut-être pour la célèbre marathon du ring. Bien sûr, nous voulons vraiment courir ici les 24 heures du Nürburgring, a admis Verstappen. Je ne sais pas si cela se passera déjà l'année prochaine. Mais nous avons certainement plus d'expérience. Nous espérons participer à d'autres courses NLS pour nous préparer. Et cela fait un certain effet de voir Verstappen gagner avec une Ferrari, qui a été un grand adversaire pour Verstappen, surtout en 2022, et qui a toujours été la rivale du pilote néerlandais. Et cette fois, ils couraient ensemble. Ce binôme que nous pourrions peut-être voir aussi en Formule 1. Max suivra certainement l'équipe gagnante. Donc si Ferrari n'est pas une équipe capable de gagner le titre, Max ne la choisira pas. Mais cela fait un certain effet de voir Max Verstappen courir avec Ferrari dans d'autres catégories. En dehors de la Formule 1, mais revenons à parler de Formule 1, en particulier de McLaren. Retrouverons-nous les limites vues à Bakou, également à Singapour? Faisons une analyse technique de l'équipe de Woking. La McLaren vit l'un des moments les plus délicats de la saison. Après un été brillant, les courses de Monza et surtout de Bakou ont montré que même la MCL 39 a des points faibles, en particulier lorsqu'un faible appui aérodynamique et une gestion parfaite des températures sont nécessaires. Des conditions qui pourraient se représenter avant la fin du mondial. À Monza et à Bakou, Norris et Piastri n'ont pas réussi à confirmer le rythme qu'ils avaient jusqu'à Zandvoort. En Italie, la dégradation des pneus était pratiquement nulle. Un problème pour une McLaren qui s'épanouit généralement lorsque les pneus s'usent le plus. De plus, l'efficacité aérodynamique de la MCL 39 est bonne, mais pas exceptionnelle. Dans les sections rapides, elle paie encore par rapport à Red Bull, tandis que dans les sections lentes, elle parvient à récupérer. À Bakou, les problèmes ont été amplifiés. Température basse, adhérence mécanique réduite et difficulté à amener les pneus dans la fenêtre idéale ont compliqué le travail. Le résultat a été une voiture moins incisive, avec des performances loin du niveau vu en milieu de saison. La prochaine étape, celle de ce week-end à Singapour, devrait aider la McLaren. Il y a un climat chaud et humide, une charge moyenne haute et de nombreux virages où la traction et la gestion thermique des pneus sont nécessaires. Ici, la MCL 39 pourra revenir à des valeurs plus proches de ses points forts. Même la configuration aérodynamique sera moins pénalisante, grâce à des ouvertures de refroidissement plus petites et un asphalte qui tend à mieux faire travailler les pneus. Le vrai nœud arrivera avec la partie finale de la saison. Le Qatar et Abu Dhabi devraient être des circuits plus favorables à McLaren. Mais les 3 étapes américaines sont une grande inconnue. Las Vegas sera probablement la plus critique, car il fait froid, il y a de longues lignes droites et peu de charge, un mélange qui avait déjà mis la MCL 39 en difficulté. Austin pourrait être insidieuse dans la seconde partie du tracé, très rapide, où Red Bull a encore un avantage d'efficacité. Et le Mexique, au contraire, peut sourire à Norris et Piastri. Il y a un air plus raréfié, une charge élevée, qui favorise la gestion thermique de l'unité de puissance Mercedes et des pneus. Le seul aspect positif des difficultés de Monza et de Bakou est la quantité d'informations recueillies. Ces données peuvent aider l'équipe de Zak Brown et Andrea Stella à construire un setup plus efficace lorsqu'il faudra affronter des conditions similaires, limitant les dégâts face à Red Bull, Ferrari et Mercedes. La McLaren reste une monoplace souple et capable de s'adapter, mais pas invincible. Si le climat et les pistes ne jouent pas en sa faveur, l'écart se fait à nouveau sentir. La partie finale du championnat pourrait donc réserver de nouveaux pièges. Et il sera intéressant de voir si McLaren parviendra à se remettre immédiatement à Singapour, comme cela devrait être le cas selon les prévisions, car la McLaren est forte sur les circuits urbains. Nous l'avons vu, par exemple, en Hongrie, nous l'avons aussi vu à Monte Carlo. Cependant, si nous pensons par exemple à Imola, au Canada, nous avions vu une Mercedes plus forte au Canada, et à Imola, nous avions vu une Red Bull plus forte. Donc, il n'est pas dit que McLaren domine à Singapour. L'année dernière, elle l'a fait, et cette année, il est probable qu'elle le fasse. Cependant, ce n'est pas garanti. Voyons plutôt comment se sont déroulés les tests Pirelli de Ferrari en faisant un bilan des 3 jours. Ces derniers jours, Pirelli et Ferrari ont pris la piste au Mugello pour une session de développement de pneus en vue de 2026 pour piloter la Mulcar de Maranello, adaptée pour simuler certaines caractéristiques des futures monoplaces. Il y avait Charles Leclerc et Guan Yu Zhou. L'objectif était de recueillir des données utiles sur les nouveaux composés pour sol mouillé. Mais la météo a bouleversé les programmes. La pluie intense et intermittente a empêché de tester comme prévu les composés pour sol sec, obligeant les ingénieurs à se concentrer uniquement sur les pneus intermédiaires et full wet. Pirelli, bien qu'elle n'ait pas de monoplace conforme au règlement 2026, doit anticiper le comportement des voitures futures. Sans un soutien direct de la FIA, qui n'a pas développé de prototype standard pour les tests, le constructeur italien
est contraint de se fier à des simulations et à des modifications des voitures actuelles pour se rapprocher autant que possible des caractéristiques du prochain cycle technique. Dans ce contexte, chaque kilomètre sur la piste est précieux. Les données réelles aident à corriger les modèles virtuels et à concevoir des pneus plus efficaces dans des conditions extrêmes. L'un des principaux objectifs est de développer un pneu full wet moins extrême et plus utilisable. Aujourd'hui, les pneus de pluie intense sont presque inutilisés. Dès que l'eau est trop abondante pour les intermédiaires, la direction de course arrête la session. Il faut donc un pneu capable de combler ce vide, offrant adhérence et sécurité en permanence, sans obliger à interrompre les qualifications ou la course. Les conditions au Mugello ont permis de travailler précisément sur ce front. Différents reins avec des pneus intermédiaires et full wet ont donné à Pirelli des informations importantes sur la gestion du drainage et sur la stabilité avec beaucoup d'eau sur la piste. Leclerc a complété seulement 25 tours le matin avec des pneus intermédiaires, avec le meilleur temps en 1:34,914. Zhou a alterné l'après-midi, les pneus intermédiaires et full wet, réussissant également à faire quelques tours avec les slicks. Lorsque l'asphalte s'est amélioré, il a fait 75 tours au total avec un meilleur temps en 1:22,12. Maintenant, Pirelli analysera toutes les données collectées et les comparera à celles des sessions précédentes. La prochaine étape de développement est déjà planifiée. D'autres tests auront lieu après le GP de la ville de Mexico pour définir les versions définitives à homologuer. Encore une fois, la complexité du travail de Pirelli se révèle. Développer des pneus pour des monoplaces qui n'existent pas encore, avec des règles en évolution et peu de références concrètes. Malgré les critiques qui arrivent souvent, le fournisseur unique de la Formule 1 continue de réaliser un travail fondamental garantissant sécurité et performance dans des conditions de plus en plus variables. Ainsi, les tests Pirelli se sont terminés en testant encore plus le pneu full wet et intermédiaire pour développer au mieux le full wet et le rendre utilisable en course. Car il est inacceptable que dès qu'il pleut un peu plus, on ne puisse pas faire courir les pilotes, car le pneu n'est pas adapté et réduit la visibilité lorsque les conditions sont humides. Il faut donc un pneu full wet qui évacue un peu moins d'eau, mais qui garantit suffisamment d'adhérence aux pilotes. En même temps, Pirelli devra tester les pneus secs qui seront testés après le Mexique. Voyons maintenant l'évaluation de McLaren Racing à 4 milliards de dollars. Une évaluation importante qui, il y a 4 à 5 ans, était impensable. Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a confirmé la clôture définitive de l'opération qui mène à l'évaluation de la division course de Woking à environ 4,1 milliards de dollars. L'accord, lancé début 2025, prévoyait que le fonds souverain de Bahreïn, Al Muntalaka, et le groupe d'investissement automobile Seven Holdings, déjà actionnaire de référence, acquièrent les 30% supplémentaires de parts qu'ils ne possédaient pas encore. Avec la conclusion de la négociation, les deux parties sont désormais propriétaires de 100% de McLaren Racing, complétant le passage de l'écurie historique sous contrôle moyen-oriental. Pour Zak Brown, la valeur des équipes de Formule 1 n'a pas encore atteint son maximum. Le sport croît selon chaque métrique, explique-t-il. Liberty Media a introduit le plafond budgétaire garantissant la stabilité financière et compétitive, et les fans augmentent ainsi que les sponsors et partenaires. Je ne crois pas que les valeurs aient atteint leur sommet. Chaque discipline, après un accord record. 5 ans plus tard, les chiffres sont encore plus élevés. Le PDG de McLaren souligne que la demande pour les grands prix continue de croître. Nous avons 24 courses, mais la demande réelle est pour au moins 30. Je n'ai jamais vu un scénario aussi compétitif. L'année dernière, 4 équipes différentes ont gagné et 7 pilotes sont montés plusieurs fois sur la plus haute marche du podium. La Formule 1 vit un moment extraordinaire et avec cette opération, McLaren consolide ses ressources et sa stabilité, renforçant son parcours de croissance en Formule 1 et dans les autres catégories où elle est présente. La valeur record de 4 milliards confirme à quel point le business des équipes est aujourd'hui central, alimenté par la popularité mondiale, les plateformes de streaming et des sponsors de premier plan comme Mastercard et Google. Et donc oui, la Formule 1 est en pleine croissance. Et en effet, certaines idées émergent maintenant pour changer le week-end de course de la Formule 1. En fait, je veux vous lancer l'idée de James Vowles et je veux savoir ce que vous en pensez. La Formule 1 continue de s'interroger sur l'avenir du format des Grands Prix. Après les paroles de Stefano Domenicali à Zandvoort, un débat s'est ouvert sur les possibles changements pour rendre les week-ends plus compacts et spectaculaires. La dernière proposition vient de James Vowles, directeur d'équipe chez Williams, qui a lancé une idée destinée à faire débat, abolir le vendredi et courir uniquement le samedi et le dimanche. Vowles a expliqué sa vision. Je ne pense pas qu'il y ait trop de courses au calendrier, mais je n'irai pas au-delà des 24 actuels. Le problème est que nous demandons aux fans de passer la moitié de leur week-end devant la Formule 1. Nous sommes déjà proches de la limite. Je ne serai sur la piste que le samedi et le dimanche. Le plan serait de réduire à 1 heure les essais libres, juste avant les qualifications. Moins de temps pour tester signifie plus de risques d'erreur et de stratégie improvisée. Ce serait un meilleur sport si une McLaren se qualifiait 15e parce qu'elle a raté un réglage. Je crois que oui. 1. Nous aurions plus de rebondissements et une grille de départ imprévisible. Oui. 2. Malgré le charme de l'idée, la mettre en pratique est complexe. 3.
Les circuits comptent sur 3 jours d'événements pour maximiser les revenus des billets. Surtout le vendredi, quand les tribunes et les paddocks se remplissent avec des essais libres et des qualifications sprint. Donc le week-end de la sprint race, 4 de plus. Les équipes ont déjà manifesté leur fatigue face au calendrier record de 24 courses, 5 supprimées. Le vendredi allégerait le stress du personnel, mais priverait les équipes de données précieuses et risquerait d'augmenter les coûts en cas d'erreur ou d'incident imprévu. 6. Pour l'instant, l'idée de Vols reste une provocation intelligente. 7. Condenser le week-end pourrait rendre la Formule 1 plus brute et imprévisible, augmentant le spectacle sur la piste. 8. Mais entre les exigences économiques des circuits, des sponsors et la logistique des équipes, le passage de 3 à 2 jours reste au moins aujourd'hui très difficile à mettre en œuvre. 9. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. 10. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle concernant la Formule 1 et Ferrari. 11 ici de tuto. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.